qui nous sont parvenus, et à travers de ces différents thèmes, eh ben, écoutez, l'équipe va mettre en place deux types de soutien, un soutien en pratique, essentiellement UE7, et un soutien plus théorique, comme celui-ci qui ouvre le bal, où le thème est BDK, mode d'emploi. Alors ce n'est pas du cours, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas présents à cet ED-là ne seront pas pénalisés en tant que tels, mais c'est peut-être, si vous voulez, de manière à ce qu'on parle tous ensemble du BDK et qu'à l'issue de ça, vous soyez surtout plus à même sur le terrain à réaliser des bons BDK et par extension en UE6 et en UE7. Alors, avec Madame Muller, et vous allez vous en rendre compte, ce n'est pas un cours. C'est vraiment un lieu d'échange. Vous allez voir, on va prendre 6 thématiques. On va les prendre une à la suite des autres. Le délai moyen sur une thématique doit être de moins de 10 minutes, de manière à ce qu'on puisse finir à 18 heures. C'est pour ça que vous avez allumé vos caméras, c'est pour ça que vous devez les garder allumées. L'idée, en fait, c'est vraiment un échange. C'est bien, on doit être à la louche une vingtaine. Ah, on est 49, autant pour moi. Et c'est surtout l'occasion de débattre. Alors, c'est moi qui vais ouvrir le bal par le thème numéro 1. Alors, j'ai une première question que je pose à tout le monde, à Madame Muller aussi, à moi-même, à vous tous. Qu'est-ce que c'est le BDK dans le fond? Alors, allez-y, on vous écoute. Qu'est-ce que c'est pour vous le BDK? J'interroge? C'est le bilan diagnostic kiné où justement on va comment dire, décrire les déficiences, les limitations d'activité, les restrictions de participation afin de, comme dit Pauline, d'établir des objectifs. Ok, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. C'est le bilan. Donc, il y a une notion de bilan, il y a une notion de diagnostic, et puis évidemment, tout ceci est kiné. Mais si on prenait encore plus de recul, concrètement, qu'est-ce que c'est le BDK? C'est un, enfin, pour pas être dans la répétition, c'est forcément un diagnostic. Ça permet de poser un diagnostic au-delà d'un bilan et surtout nous orienter quel traitement on va mettre en place pour vraiment orienter notre prise en charge. C'est ça, encore une fois, c'est ça. Mais on notera également que le BDK, dans le fond, c'est surtout une forme de raisonnement clinique. C'est avant tout ça le BDK. C'est un raisonnement clinique. Je constate déficience, limitation d'activité, restriction de participation, puis le projet du patient, si vous voulez. Mais avant d'être un papier qu'on va envoyer par la poste au médecin traitant, c'est avant tout une méthodologie de réflexion clinique. Ce BDK-là est-il figé dans le temps? Non, pas du tout. Il évolue en fonction des séances. Il évolue en fonction des séances. Donc, peut-on admettre que le BDK de la première séance soit différent du BDK de la quatrième? Oui. Bien sûr. Oui. Il faut s'imaginer, si vous voulez, comme un film. Comme si on filmait la rééducation, et que le BDK serait le résumé du raisonnement clinique du kiné. Et puis, on pourrait regarder 20 secondes de film, on arrêterait, et puis le BDK, ce serait sur les 20 secondes du film. Ou on pourrait aussi prendre un patient en charge pendant 4 ans, et au bout de 4 ans, on aurait toujours un fameux BDK. Et le BDK serait, alors peut-être pas le terme résumé, là s'y prêterait pas, mais tout du moins prendrait en synthèse la totalité du déroulement du patient. Donc le BDK, ce n'est pas quelque chose de figé, ça ne doit pas être rattaché à un papier, ni à une contrainte qui doit être remplie. Le BDK, c'est avant tout une forme de raisonnement clinique qui nous vient de la CIF, vous l'avez eu en cours avec moi il y a quelque temps. C'est avant tout ça. Alors je vois que la boîte conversée s'anime. J'ai testé vos caméras, il y en a qui ont testé vos caméras pour qu'on puisse voir vos visages. Manon, je vois Manon qui a sa caméra de coupée. Voilà, Pauline.
En fait, mademoiselle Enacker nous dit un bilan qui permet de définir des objectifs. Certes, c'est un volet, mais le BDK c'est à la fois plus ample que ça et probablement plus complexe. Le point de départ de la prise en charge du patient. J'ai presque envie de dire non, ce n'est pas le point de départ, Monsieur Schiffman. Ça peut être un point de départ, c'est-à-dire que vous rencontrez un patient pour la première fois et vous avez comme objectif de formuler un BDK. Dans ces cas-là, on pourrait dire qu'effectivement, oui, c'est un point de départ. Mais c'est pas un point de départ. Le BDK, si vous voulez, ça amène plutôt une finalité. J'ai noté telle chose, telle chose, telle chose. Mon projet, c'est celui-là. C'est un arrêt sur image d'un film, et ce film est l'ensemble de la prise en charge de votre patient. Et de vérifier l'évolution au cours du temps, tout à fait, ça en fait partie. On va comparer ensuite les différentes photos de notre film, et potentiellement, on va pouvoir mesurer si oui ou non on a eu un impact. Je complète aussi par rapport à ce qui est dit. On peut faire le lien avec le diagnostic médical. Vous allez chez le médecin pour avoir un diagnostic médical, et chez le kiné, vous avez un diagnostic kinésithérapique. Le patient, suite à votre bilan, sait où il en est sur le plan de sa santé, à travers les yeux du kiné. D'accord ? Vous pouvez faire le lien avec le diagnostic médical. Mademoiselle Gallois nous dit il permet de voir la personne dans son ensemble avec sa pathologie, avec les déficiences, limitations d'activité et restrictions de participation, pour pouvoir savoir comment le prendre en charge et quelles actions mettre en place au niveau du traitement. Oui. Un beau résumé. C'est ça, c'est bien. Bon, ben on peut couper les caméras, là, tout est compris. On retiendra, c'est un film sur lequel on fait un arrêt sur image. C'est un raisonnement clinique, c'est notre raisonnement clinique à nous qui est jetable sur le papier et on greffe tout ça avec l'image de Madame Muller et la conclusion de Mademoiselle Gallois. On va peut-être passer à l'étape d'après. Oui, on va passer à la... Ok. Alors, les déficiences, concrètement, que sont-elles et que représentent-elles? Comment les exprimer? Alors, si vous deviez résumer en 2 mots, déficience, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que c'est au niveau de l'organe, en fait. Enfin, de l'organe, oui. Oui, l'organe, ou un autre terme. L'altération d'une structure anatomique ou physiologique. Oui. Voilà, le terme de structure, tout à fait. C'est un bon terme aussi. Oui, altération d'une structure, exactement. Alors, exemple de structures qui vont intéresser particulièrement le kiné. Vous pensez à quoi? Capsulo-ligamentaire. Musculaire. Alors, comment? Musculaire, capsulo-ligamentaire. Alors, on va essayer de les mettre dans l'ordre. Donc, musculaire, c'est juste, mais quelle est la déficience qui peut vous venir en premier? Une rétraction? Non. Déficit de force? Non plus. Ouais, vous allez tout dire sauf la première déficience qui doit vous interpeller, qui doit que vous devez renseigner tout au long du bilan, qui doit habiter tout votre bilan. Mais la douleur. Voilà, la douleur. Et vous allez l'évaluer en fait tout au long de votre bilan. À travers les différents tests que vous allez mettre en place, à chaque fois, il faudra vous poser la question, est-ce que le patient est douloureux? Donc la douleur, c'est vraiment le clignotant rouge que vous devez avoir toujours en tête. Après, quand vous allez tracer votre bilan, vous allez faire un chapitre douleur, vous allez résumer le bilan de la douleur, la déficience douleur du patient, mais dans la recherche de la douleur, elle doit être évaluée tout au long du bilan. Donc la douleur. Alors, autre déficience. Après, pareil, si on veut hiérarchiser les différents éléments. Alors, vous m'avez dit articulaire, j'ai entendu, rétraction capsulo-ligamentaire, musculaire. Qu'est-ce que vous pouvez rechercher aussi? Cutané? Oui, cutané, par exemple. Les adhérences au niveau des cicatrices? Alors, si des cicatrices, j'ai entendu le terme adhérence.
Oui, adhérence cicatricielle. Voilà, les troubles de la pilosité. La couleur aussi. La couleur, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi comme autre déficience? De la circulation. Comment? Un trouble de la circulation. Alors, quand vous dites trouble de la circulation, soyez un peu plus précise. œdème, lymphodème. Voilà, donc est-ce qu'il y a un œdème? Oui. Alors après, le type d'œdème, ça vous savez faire. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi au niveau? Si on reste dans la partie, on va dire, cutanée trophique. Donc il y a œdème. La présence de varices. Voilà, varices, exactement. Scar. Escar, voilà, tout ça sont des... Ok. Les brûlures, quand on prend un patient brûlé, Alors, les brûlures, oui. avec les adhérences cicatricielles, les Voilà, rides, les choses adhérence comme ça. cicatricielle, c'est ça. Donc ça, sont tout dans les déficiences. Ensuite, alors, autre déficience. Alors, autre que cutanée trophique, hein. Si on y reviendra tout à l'heure. Sinon, qu'est-ce que vous pensez à quoi? La sensibilité. Très bien, la sensibilité. Alors, quel type de sensibilité? Si on résume un petit peu les différents types de sensibilité, vous pensez à quoi? La discriminative. Oui. En fait, déjà, les grandes thématiques, la sensibilité, il y a... Elle est profonde. Voilà, superficielle et profonde, et donc dans la superficielle, il y a la discriminative, etc., etc. Donc ça, c'est juste. Alors, si vous avez, par exemple, un trouble de la sensibilité, une hypoesthésie, admettons, allez, sur la face latérale de la jambe. Vous pensez à quoi à ce moment-là? Une atteinte nerveuse. Oui. Alors, de quel nerf, par exemple? Nerf tibial. Nerf tibial? Nerf cutané latéral de la cuisse. Oui. Et si c'est une hypoesthésie au niveau de la face médiale de la cuisse? Comme ça, on révise en même temps. Vous avez une hypoesthésie sur la face médiale de la cuisse. Nerf obturateur. Ouais, le nerf obturateur. Voilà. Et donc, et réflexe, qu'est-ce que vous allez rechercher? Bon, évidemment, vous connaissez la pathologie du patient, on est d'accord. Mais bon, vous faites ces différents tests et qu'est-ce que vous allez donc du coup vérifier? Et donc, on reste dans les déficiences, hein, mais c'est pour faire les liens entre ces différentes déficiences. Si c'est tronculaire ou radiculaire. Donc, vous allez faire un bilan musculaire, un bilan de la force musculaire. D'accord? Et vous allez rechercher les muscles innervés par le nerf obturateur, par exemple. Hein, donc, en fait, dans la mise en place du BDK, c'est un petit peu ça. Hein, vous avez des différentes déficiences qu'on est en train de lister. Et après, il faut faire ces liens entre ces différentes déficiences. Alors, donc on a vu sensibilité. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre déficience? Oui, allez-y, exprimez-vous. Je vois qu'une partie des vignettes, alors je vois pas tout le monde. Allez, je vois Oriane. À côté, c'est qui? Vous êtes toutes les deux, Oriane et puis... Et Charlène. C'est bien ce qui me semblait, je n'étais pas sûre. Alors, autre déficience. Donc, vous voyez pas? Articulaire. Ok, ensuite musculaire. Qu'est-ce qu'il y a comme autre parmi les déficiences musculaires? Qu'est-ce que vous pouvez rajouter au-delà de la force musculaire? Des contractions. Hypoextensibilité. Hypoextensibilité, contracture. Alors contracture, oui, ok. Et puis qu'est-ce qu'on peut mettre aussi? Alors ou dans les déficiences musculaires ou alors dans les déficiences qui vont dans le cutané trophique. Le fait qu'il soit plus énervé, par exemple, avec une section de nerf ou une rupture de la racine du nerf. Oui, mais à l'examen clinique, qu'est-ce que vous allez observer? Une amyotrophie. Voilà, une amyotrophie. Très bien.
Ok, alors après, il y a d'autres déficiences. Je sais pas, vous pensez à quoi? Peut-être qu'en K1, c'est pas tellement abordé. Est-ce que je continue, Jérémy, ou on passe à l'item suivant? Le pouls, non? Au niveau du pouls, au niveau des artères, etc., non? Non, des déficiences qui concernent. Non, je pensais à d'autres éléments. Bon, vous êtes passé par la PACES, vous pouvez penser à quoi dans les déficiences? Proprioceptive. Oui, si on... Et puis, pensez plus à une vision neurocentrale, cardio-respi. Je donne la réponse, Jérémy? Vas-y, Karine. Tout ce qui est trouble de l'équilibre, par exemple. D'accord? Après, au niveau cardio-respiratoire, vous avez tout ce qui est encombrement bronchique, tout ce qui est collapsus bronchique. Tout ça sont des déficiences. D'accord? Hein? Bon, après, voilà, vous verrez ça au fur et à mesure. Mais tous ces éléments-là font partie des déficiences. Là, on n'a pas été exhaustif, on a listé une partie. Est-ce que vous en voyez d'autres des déficiences? La spasticité. Oui, très bien. Très bien, c'en est une aussi. D'accord? Et donc, toutes ces déficiences, en fait, vont entraîner quoi? Donc, dans la partie BDK, donc vous avez évalué toutes les déficiences, et elles vont entraîner quoi, ces déficiences? Des restrictions de participation et des limitations d'activité. Ouais, voilà. Donc, on va commencer par les limitations d'activité. Alors, par rapport à déficience, si je peux me permettre, je voudrais rajouter, faire un petit complément par rapport à des choses qui, moi, me tiennent à cœur parce que, même en fin de K2, des étudiants peinent et malheureusement, on est en tutorat, perdre un nombre de points énorme sur les déficiences, alors que franchement, c'est simple. Retenez notamment que les déficiences, à partir du moment où dans votre BDK, elles ne sont pas quantifiées, elles ne sont pas entendables. C'est-à-dire que si vous écrivez hypoextensibilité des ischio-jambiers, c'est comme si vous n'écriviez rien. Hypoextensibilité des ischio-jambiers, entre parenthèses, 40 degrés de flexion de genou maximale avec une hanche à 90 degrés de flexion. Défaut de force musculaire du triceps, ça ne vaut rien. Défaut de force musculaire du triceps, entre parenthèses, 3 sur 5 en OMFM. Œdème du poignet, ça ne vaut rien. Œdème du poignet, périmétrie de 14 cm, ou tout du moins, mettons, de 2 cm supérieur au côté contralatéral. Ça, c'est une chose qui est importante. Une deuxième chose, c'est que les déficiences, si je viens vous voir pour une douleur d'épaule, et que j'ai une hypoextensibilité des ischio-jambiers, est-ce une déficience? Suzanne? Bah oui, parce qu'on a parlé de la douleur et des hypoextensibilités dans les déficiences. Alors, mademoiselle Eugénie, je ne suis pas d'accord avec vous. Bon, Pardonnez-moi? Il faut faire des mesures pour pouvoir quantifier. Il ne faut pas partir du principe qu'à partir du moment où on n'est pas dans la norme, c'est forcément une déficience. On peut avoir quelque chose qui n'est pas dans la norme et qui est parfaitement asymptomatologique et qui n'est absolument pas en lien avec la raison pour laquelle le patient vient. J'ai mal à l'épaule parce que je viens de couper mon bois. Si j'ai une hypoextensibilité des ischio-jambiers, je sais pas, je suis peut-être juste raide, si vous voulez. Donc il faut quand même qu'il y ait une certaine forme de cohérence dans vos déficiences. C'est-à-dire que vos déficiences, si vous voulez, il faut qu'elles encadrent la symptomatologie du patient. Il faut que ce soit en corrélation et il faut surtout que vos déficiences soient des marqueurs vous permettant de suivre. C'est-à-dire que si je viens vous voir avec un problème d'épaule, que vous notifiez une hypoextensibilité des ischio-jambiers, que ça n'a absolument aucun lien, si vous voulez, vous n'apportez rien. Donc, il faudra quand même, au milieu de l'arbre des possibilités des déficiences, bien cerner celles qui sont pertinentes, celles qui sont quantifiables, les délivrer de manière quantifiée, et que la quantification des déficiences qui encadrent le patient
soit des quantifications qui vont vous permettre de les suivre dans le temps. Est-ce que ce que je suis en train de vous dire, ça vous paraît clair ou pas clair? C'est important de comprendre ça. C'est-à-dire qu'à l'UE6, on n'attend pas un énorme catalogue de tout le corps du gars. Hein. Il y a aussi, si vous voulez, une notion de je prends les 4-5 qui vraiment reflètent bien l'état de mon patient et qui vont vraiment me permettre de le suivre dans le temps. Karine, tu souhaites rajouter quelque chose? Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, il n'y a pas de souci. Non, c'est parfait. Non, j'ai rien à rajouter. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux déficiences? Non, pas de questions. Ce qui nous amène... Juste encore un truc quand même, donc d'où l'intérêt d'avoir des échelles et des techniques de bilan fiables, simples et reproductibles par rapport justement à comment évaluer les déficiences. D'accord? Non, c'est bon. Allez, on peut passer au point suivant. Alors, la notion de limitation d'activité. Alors ça, je pense que c'est probablement là où on vous perd le plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de limitation d'activité? Alors, est-ce que vous pourriez me citer là un exemple d'une personne qui a mal à la hanche, mettons qui a un problème de hanche, une coxarthrose de hanche, et qui présenterait des limitations d'activité? Allez-y, on vous écoute. Des exemples de ça. Que ça serait Ça quoi? va être, ça va être des limitations d'activité dans la vie quotidienne, donc c'est-à-dire les activités principales que sont la marche. Et là, par exemple, dans l'exemple donné, ce serait des difficultés. Je pense à la marche, tout simplement. Déjà, le premier. Difficulté de l'ordre du vital. Alors, mademoiselle Maurice, déjà dans un premier temps, vous nous dites je n'arrive pas à marcher en raison d'une coxarthrose. Oui, c'est une limitation d'activité. On est parfaitement en phase. C'est bien une difficulté que rencontre une personne dans l'exécution de certaines activités. Ici, en l'occurrence, c'est la marche. Donc, mademoiselle Maurice, tout à fait d'accord avec vous. Mademoiselle Loger, vous étiez en train de nous dire? J'aurais dit des activités de l'ordre du vital. C'est-à-dire? Il y a la marche, le mouvement pour manger. Oui, plutôt activité de la vie de tous les jours plutôt que vitale. Vie quotidienne plutôt. Ou la vie quotidienne. Oui, la vie quotidienne, mais un quotidien qui permet tout ce qui est vital pour l'organisme en soi. Parce que est-ce que c'est pas une limitation plutôt de participation de ne pas pouvoir aller au quotidien, aller au travail en faisant du vélo par exemple? La marche, c'est plus. Alors, Karine, vas-y, je t'en prie. oui, ce que je voulais dire en fait, pour ne pas vous perdre justement, c'est faites le lien avec ce qu'on appelle le bilan fonctionnel. D'accord? Tout ce qui est limitation d'activité, ça correspond au bilan fonctionnel. Donc, dans le bilan fonctionnel, vous avez effectivement tout ce qui est déambulation, donc marche, escalier, course, etc., pour le membre inférieur. Et le membre supérieur, c'est tout ce qui est vie quotidienne. Ce que Amélia vient d'exprimer, là, aller aux toilettes, manger, se laver, c'est en fait tout ce qu'on appelle les AVJ ou AVQ, activités de la vie quotidienne. C'est ça les limitations d'activité. En fait, tout le monde a besoin de se laver, etc. D'accord, ça concerne vraiment tout le monde. D'accord, pour pas vous perdre. Donc faites vraiment le lien, c'est ce qu'on appelle le bilan fonctionnel. Ok. Donc la limitation d'activité, c'est bien ça. Donc ce que vous étiez en train de dire, mademoiselle Loger, oui, effectivement, oui, les besoins vitaux, comme vous dites, marcher, etc. Mais ce n'est pas exclusivement ça. Le reste en fait partie. Se pencher, marcher et tout ce qui a déjà été dit. Et je trouve que vous faites le bon parallèle. Je vous prends un exemple. J'ai un défaut de capacité musculaire de mon moyen fessier. Il est coté à 2. C'est une déficience. Vous êtes d'accord avec moi? En raison de cette déficience, j'ai une limitation d'activité. Je ne peux pas faire de vélo.
Vous êtes à nouveau d'accord avec moi. Sauf que je suis ministre et que j'ai un chauffeur. Est-ce que le fait de ne pas pouvoir faire de vélo, est-ce une restriction de participation si je vais bosser en voiture et qu'on me conduit? Non, pas du tout. Ça n'en est Non, pas. mais par contre, ça le devient si on doit aller, on n'a que cette mode de locomotion pour aller au Ouais. boulot. C'est C'est tout ça. à fait ça. Et C'est là, bien, c'est juste. Ouais, c'est ça. les tenants et les aboutissants sont pas du tout les mêmes. Même activité. On a obligatoirement le besoin de 1. Relever des déficiences, 2. Lister les limitations d'activité, et 3. Les projeter dans les restrictions de participation. Puisque les déficiences ne vont pas toutes amener les mêmes limitations d'activité, au même titre que les limitations d'activité ne vont pas engager les mêmes restrictions de participation, puisque les contextes socio-économiques ou biopsychosociaux des personnes et les situations cliniques sont toutes uniques. Moi, si aujourd'hui j'étais dans l'incapacité, dans la limitation d'activité du vélo, j'aurais pas eu la restriction de participation de bien bosser, je suis en bagnole. Par contre, ça peut avoir un impact qui n'est pas sous-estimé parce qu'imaginons donc cette même personne, certes, c'est pas une limitation d'activité, mais on le met dans la restriction de participation parce que son loisir, c'est le vélo. Du coup, il y a un impact psychologique important et voire à prendre autant en compte dans notre, parce que c'est important pour elle de reprendre très vite cette activité. C'est ça, c'est très bien. Donc l'un, c'est professionnel et l'autre, c'est de loisir. Mais dans les deux cas, on a une restriction de participation, mais qui n'a pas la même impact. Mais vous avez tout à fait raison, c'est très bien. Mais vous voyez, la limitation, et ça c'est vraiment quelque chose que vous avez énormément de mal à comprendre. Et il faut vraiment, ce serait bien qu'à l'issue, à 18h, vous l'ayez compris. Je ne peux pas faire de vélo. C'est une limitation d'activité. J'ai 14 ans, c'est une restriction de participation. J'ai 95 ans, ça n'en est pas une. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Limitation d'activité, c'est la fonction. La restriction de participation, c'est bon, concrètement. Dans votre vie de tous les jours, compte tenu de cette limitation d'activité, qu'est-ce qui vous est empêché? Karine, les étudiants, n'hésitez pas. Ouais, donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Oui. Et donc, dans ce chapitre-là aussi, on précise aussi les aides techniques, hein, parce que du style, par exemple, les moyens fessiers à 2, je reprends ton exemple, Jérémy, et la conséquence, c'est que ne peut pas marcher. Non, c'est faux de dire ça. Hein. Qu'est-ce qu'il faut préciser par un moyen fessier à 2? Ne peut pas marcher sur cette technique. Voilà, sans aide technique. Et donc, du coup, il faut expliquer comment se déplace le patient. Hein, avec quelle aide technique, quelle anglaise, déambulateur, etc. Oui, parce que derrière le mot marcher, au final, on peut entendre tout. On peut marcher en boitant, on peut marcher avec... Exactement. Hein, donc, les boiteries, les aides techniques, ça vient dans ce chapitre-là, parce que ce sont des conséquences des déficiences. Et la course pareil, hein, c'est dans ce chapitre aussi. Tout ce qui est course, sauter, par exemple, enfin, ça fait partie aussi de ce chapitre. Comme lasser ses chaussures. Il y a plein de personnes, et vous vous rendrez compte, où il est très compliqué pour eux de mettre leurs chaussures. C'est une limitation d'activité. La restriction de participation, c'est que quand on n'a pas de chaussures, même dans la boîte aux lettres, ça peut être difficile. Hein. Vous parliez tout à l'heure de douche. Ouais, se doucher, je n'arrive pas à me doucher. Il y a plein de raisons. Enfin, je veux dire, vous prenez n'importe quelle dame ou de monsieur, mais plutôt les dames qui vont avoir une capsulite rétractile, c'est-à-dire vraiment l'épaule gelée, elles vont pas réussir à se laver les cheveux. C'est une limitation d'activité. Restriction de participation, ça peut être une dame qui justement a une activité l'obligeant à s'apprêter et elle est vachement embêtée. Elle, vraiment, pour elle, pouvoir se laver les cheveux, c'est vachement, vachement, vachement important. Donc encore une fois, sans jugement aucun, il faut vraiment se mettre dans la peau du patient pour aller chercher sa vie à lui, et surtout pas se la transférer à nous, quoi. Alors après, il y a des mots-clés aussi qui peuvent intervenir, par exemple l'autonomie. Je prends le cas d'une personne âgée, je reprenais l'exemple de la personne âgée.
c'est vrai que c'est important aussi d'évaluer l'autonomie. Est-ce que la personne est autonome? Est-ce qu'il faut mettre en place des aides, etc. Donc ça aussi, le kiné peut être amené à l'évaluer. Donc vous mettez ça dans quel chapitre? Il y a des tests, non, pour ça, pour savoir si la personne, elle peut être autonome. Oui, oui, mais du coup, est-ce que pour vous, c'est plutôt ce chapitre-là ou plutôt l'autre, réseau de participation? Là, justement, pour la personne âgée, on a beaucoup d'items qui rentrent dans la limitation d'activité. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, le terme autonomie, c'est un terme c'est un petit peu un mot-clé qui doit aussi figurer d'une manière explicite. En fait, est-ce que la personne est autonome ou pas? D'accord. Et en fait, donc on le retrouve effectivement dans les deux items. Et au même titre que vous allez avoir une personne qui n'est absolument pas autonome, mais absolument pas, hein, mais qui va avoir tout un service qui va lui être dédié. Et donc du coup, est-ce qu'elle est sale? Non. Il y a des aides-soignantes qui viennent. Est-ce qu'elle a des difficultés pour manger? Non, absolument pas. Ses repas sont livrés. Est-ce qu'elle a des soucis de déambulation? Pas du tout, parce qu'elle a son fils qui est présent et qui l'aide systématiquement. Présente-t-elle des restrictions de participation? Non. Pourtant, elle est très autonome. Elle est pas du tout autonome. Mais elle n'a pas de restriction de participation. Ce qu'elle veut, c'est manger à sa faim, être propre et habillé le matin, et que simplement, elle ait quelqu'un pour l'aider pour aller jusqu'à la chaise percée. Elle a tout ce qu'il faut. Elle n'a pas de restriction de participation, cette dame-là. En l'état, c'est correct. Elle a des limitations d'activité, mais qui ne se traduisent pas par des restrictions de participation. Et à l'inverse, on va avoir quelqu'un qui va garder un bon niveau d'autonomie, une personne âgée, mais qui est obligée, parce qu'elle vit dans un milieu rural, de prendre son véhicule pour aller travailler, faire ses courses. Et le fait est que depuis son épine calcanéenne qui lui fait un mal de chien sous le pied, eh ben, ça lui est très très compliqué d'aller faire ses courses. Et là, il y a une restriction de participation qui est énorme pour une pathologie qui est bénigne et une autonomie qui était plutôt bonne. Encore une fois, tout est vraiment à pondérer par rapport à son patient et vraiment se mettre dans la peau de son patient et vraiment aller chercher les questions. Il faut qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire, quel impact ça a, et vraiment bien comprendre ce mécanisme d'efficience, limitation d'activité qui va induire des restrictions de participation et vraiment dresser le tableau en fonction de son patient. Et surtout pas en fonction de nous. Et donc là, on peut faire le lien avec quelle partie du BDK, en fait, qui rentre dans le BDK aussi, justement. Ben, c'est le projet du patient, en fait. Donc c'est le projet du patient aussi qui va conditionner tout ça. Alors, je vais descendre à la table ronde d'après, Karine, mais bon, globalement... Ben, du coup, on a fait le point, là, on a fait les liens, oui. Donc la restriction de participation... On a traité les deux, oui. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est clair pour tout le monde. Et souvent, donc ça c'est un petit peu le clin d'œil, là on est en examen de première année, très souvent dans cet item-là, vous avez le patient qui ne peut plus jouer au hand, jouer au foot, hein, voilà. Mais après, essayez de recontextualiser avec des situations un peu plus réalistes et concrètes, hein, avant de vouloir aller jouer au foot ou de jouer au hand, voilà, le patient a d'autres besoins. Hein. Ah ouais. Moi j'aurais une question. Oui. Du coup, par rapport à l'exemple que vous avez donné, Monsieur Martin, par rapport à la dame qui a tous les services, qui a tous les services, mais qui et du coup elle a aucune limite, aucune restriction de participation. Mais si son projet à elle c'est d'être autonome, est-ce que là c'est pas une restriction de participation, même si elle a tous les services? Ah si, tout à fait. Déjà, quand j'ai ça, j'ai peut-être un petit peu coupé les cheveux en quatre. Hein. Mais si, tout à fait. C'est une dame qui voulait manger à sa faim, qui voulait qu'on l'aide à aller jusque sur la chaise percée et qui voulait être propre le matin. Elle veut ça, elle. Et elle l'a. Elle ne souffre pas du fait de ne pas pouvoir le faire. Elle a mis les choses en place. Tout le monde est gentil. En plus, elle lui fait des visites le matin, des visites à midi. Elle est très contente. Elle a même peur que ça s'arrête. Vous voyez? Oui. Mais effectivement, ouais, si en contrepartie, elle veut absolument recuisiner, absolument. Là, c'est pas la même chose. Là, c'est absolument pas la même chose. Okay. Et par rapport à ce que disait Madame Muller, là, j'ai eu le coup, dans un sujet du E6K2,
La dame, elle avait mal au dos, elle pouvait pas aller faire son sport, 34 ans, mariée, patati patata. Impact social majeur, elle était dépressive parce qu'elle pouvait plus voir ses copines. C'est quand même là, et franchement, c'est bête, mais vous, pour en revenir à lui aussi sur le 7, vous perdez des points. Hein. Parce que si vous voulez, c'est d'une platitude absolue. Le BDK, l'objectif du BDK, c'est pas de faire du remplissage. J'ai bien écrit les différents items, j'ai balancé 3-4 conneries dedans, c'est bon. C'est sur 4, j'aurai 4 points. Non, non, pas du tout. Le BDK, la forme, c'est 1 point, si vous voulez. Le fait que vous connaissiez les items, c'est 1 point. Si derrière, c'est du remplissage, c'est 0 point. C'est les bonnes déficiences, par ordre chronologique, avec une quantification si ça s'y prête, des limitations d'activité tout à fait pertinentes, et des restrictions de participation qui sont données en s'étant mis dans les chaussures du patient. Oh. Du coup, on passe à la... On passe au item suivant. Voilà, donc c'est le projet du patient. Donc là, est-ce que vous avez des... Donc pareil, le projet du patient, qu'est-ce que... On en a un petit peu parlé. Qu'est-ce que vous pouvez en dire du projet du patient? Il doit être, enfin, le projet thérapeutique et le projet du patient, ils doivent être un minimum en lien. Enfin, le projet du patient, enfin, surtout, il doit pas être utopique ou pas réalisable. Alors, ça peut arriver que les projets que nous, on a notre BDK avec des objectifs et le projet du patient n'est pas du tout en phase avec nos objectifs à nous. Ça peut arriver, ça. Hein. Imaginons un patient a une faiblesse musculaire importante, une paralysie avec un pronostic qui n'est pas très favorable. Et le patient, lui, qui n'est pas conscient de tout ça, qui va absolument récupérer son état de vie antérieur avec des projets faux du style faire le Mont Blanc, je ne sais quoi. Donc ça peut arriver que ça diverge. Et nous, c'est à nous après justement à faire le lien entre nos objectifs de traitement suite à notre BDK et le projet du patient. Et faire en sorte que ça finisse par converger. Et le projet du patient, certes, vous allez lui poser des questions, mais vous allez aussi l'analyser tout au long du bilan. Hein. Souvent, les patients parlent, disent beaucoup de choses, et donc vous devez toujours être attentif à ce que votre patient dit, et il peut très bien vous lâcher comme ça des éléments de son projet, sans que ce soit explicitement le projet du patient. Et donc vous devez vraiment noter tout ce que le patient peut vous dire. Et dans le projet du patient, il y a le patient, mais il y a aussi tout son entourage, aussi qu'il faut des fois inclure. Alors, je ne sais pas si vous avez parce que là c'est moi qui cause, est-ce que vous avez des exemples à donner ou des éléments à apporter? Oui, le patient il peut avoir des objectifs à court, moyen et plus long terme aussi. Voilà, très bien. Oui, ça c'est important aussi à bien séquencer en fonction de sa pathologie. Donc c'est tout à fait juste. Hein. C'est important de séquencer. Est-ce que vous avez d'autres éléments à rajouter? Alors moi, j'en aurai un tout petit. Le projet du patient, concrètement, c'est quoi? Alors, je vous demande pas de me citer des exemples, hein, mais quel poids ça a dans la rééducation? Et ses objectifs de prise en charge à lui, c'est ce qu'il attend de sa prise en charge, c'est les résultats finaux. Attention, hein, les attentes et le projet, c'est pas pareil. Hein. J'attends d'être massé, j'ai pour projet de pouvoir reprendre le judo. C'est sa seule motivation, finalement. Oui, ouais, très bien. C'est le mot-clé, motivation. Tout à fait. Parce qu'on peut lui faire gagner autant d'amplitude, si ça ne correspond pas à ce qu'il attend, ils sont toujours mécontents. C'est ça. Si vous voulez que le patient adhère à votre traitement, il faut être en phase avec son projet. Oui, c'est juste, c'est bien. C'est le moteur. C'est le moteur, le projet. S'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de moteur. S'il y a un beau projet, il y a un beau moteur. Il faut que le moteur soit cohérent. On ne met pas un moteur de Formule 1 dans une 2 chevaux, on ne met pas un moteur de 2 chevaux dans une Formule 1. Donc il faut vraiment, si vous voulez, trouver le bon moteur, le bon cadre. Il faut que le patient ait pu s'exprimer librement, que le patient se soit exprimé librement et qu'on lui ait laissé un petit peu de temps, que le kiné lui aussi ait eu un petit peu de temps pour
pour faire dérouler un petit peu le film du BDK de la prise en charge, jusqu'à un moment, ok, c'est bon, le projet c'est ça. À l'heure actuelle, votre état, c'est le suivant, notre objectif, c'est celui-là. C'est vraiment le moteur. Votre patient s'est fait une fracture du bras, le but c'est de reprendre la boxe. Il a 30 ans. Votre patient s'est fait une fracture du bras, son but c'est de rejouer aux cartes. Il a 67 ans. Le projet n'est pas le même. La rééducation n'est pas la même. Et je vais vous dire, c'est ce qui fait probablement toute la beauté et l'intérêt de notre profession. C'est vraiment celui-là. Et c'est bien pour ça que, encore une fois, chanter le projet ou ne pas l'investir, tout du moins, c'est à coup sûr faire banqueroute. C'est à coup sûr se tromper. Donc c'est pas du tout une notion anecdotique. Et là, encore une fois, j'en reviens à l'UE6 et à l'UE7. Quand on a un projet d'une banalité affligeante, c'est 0 point. Ou tout du moins peut-être 0,25 parce qu'on a entendu le mot-clé. Donc il va falloir derrière, si vous voulez, argumenter en disant son projet, c'est ça, parce que si, parce que ça, ses attentes, c'est ça, moi je pense que ça, notre conclusion est la suivante. Donc ça, ce sera également quelque chose de très important. Et par rapport à ça, c'est vrai que du coup, quand vous dites par rapport à la profession, je trouve que ce qui est intéressant quand on dit qu'effectivement il y a les objectifs réalisables et le projet du patient et nos objectifs de traitement, le métier de kiné par rapport à d'autres métiers dans le paramédical, je trouve qu'il a une palette thérapeutique qui est assez importante, qui permet vraiment de potentialiser des traitements et vraiment de l'adapter et de trouver des compromis pour le projet du patient. Et d'essayer vraiment de respecter ça, parce que même si pour nous on pense que c'est pas réalisable, effectivement ça reste son moteur de motivation, et d'essayer vraiment de trouver un compromis pour qu'il arrive à son projet, en tout cas à trouver un compromis à ça. C'est ça, c'est très bien. Et après le projet doit être aussi réévalué régulièrement. Le projet peut aussi se modifier et évoluer. Non, mais vous avez bien résumé. C'est vrai, au gré des bonnes et des mauvaises surprises. Parfois, on est très surpris de la bonne récupération des patients, au même titre que parfois, on était persuadé que ça allait se passer à merveille, et en fin de compte, il y a tout qui part en live. Et là, effectivement, il faut ajuster la barre. Et également, le projet, encore une fois, ce n'est pas le nôtre. Il faut borner le patient en disant, en gros, ça c'est votre minimum, ça c'est votre maximum, où vous situez-vous? Mais un patient qui est lombalgique et qui présente un déconditionnement à l'effort énorme, votre projet thérapeutique serait de le reconditionner à l'effort pour le traitement de sa lombalgie, et il va vous dire, écoutez, moi, vous m'emmerdez avec vos exercices. Il n'est pas question que je fasse des abdos le soir quand je rentre du boulot. Votre travail va être de tenter de le persuader de le faire. Mais c'est pas votre projet qui doit venir empiéter sur le sien. Ça reste, vous allez devoir pondérer, mais ça reste le projet du patient. Et vous, simplement, vous dites ok, pas ok, on peut voir plus, on peut voir moins, c'est bien, c'est pas bien, mais ça reste son projet à lui, c'est pas le vôtre. Vous devez pas, encore une fois, vous avoir une vision de ce que vous voulez, de ce que vous vous sentez d'aller chercher, et d'y aller à marche forcée. Ça ne marchera juste pas. Et vous avez utilisé le terme comment à l'effort? Déconditionnement. Et ça veut dire que, à l'effort, il supporte pas, il veut pas faire d'effort, c'est-à-dire? Il ne peut plus, il n'a plus la capacité de. Par exemple, de faire un jogging, de faire une grande randonnée en forêt, c'est ça, des conditionnements à l'effort. Vous avez une condition physique. Il y a la condition physique et il y a la décondition physique. Vous êtes vraiment déconditionné à. Vous n'avez plus la capacité de. À l'inverse de condition, une bonne condition physique, une mauvaise condition physique, et bien une mauvaise condition physique, c'est ça. Je rajouterais aussi donc dans le projet du patient, quand soit un patient va être très loquace et vous détaillera son projet, des fois il faut aller un petit peu chercher et donc penser à l'entourage. C'est vrai que des fois c'est un patient qu'on veut remotiver,
c'est à travers son entourage qu'on peut le remotiver. Et donc, dans son projet, il peut y avoir le lien avec l'entourage. Une étudiante en K2, là, à l'heure actuelle, est en train de faire un stage où il y a un cas clinique à faire en lien avec le projet du patient, et elle a choisi un patient de réanimation, donc qui est dans le coma, et qui n'a pas de famille. Et vous voyez, pour le coup, effectivement, il faut tout de même un projet thérapeutique avec lui, et il n'y a pas d'antécédent connu au CHU, il est dans le coma, et il n'y a absolument aucun proche de connu. Vous voyez, c'est un sujet qui peut être très, très, très vaste. Hein. C'est hyper intéressant de, justement, une personne qui est dans le coma, le projet, il est difficilement atteignable. Enfin, je sais pas si vous avez une idée de comment ça a été mis en place ou pas. Alors, oui. Non, vas-y, Jérémy. Je t'en fais carré. Non, vas-y, Jérémy, vas-y. Eh ben, par rapport à cette étudiante-là, en fait, elle m'a appelé en me demandant si elle pouvait faire ça. Et en fait, ça va plus être un retour d'expérience sur la difficulté, en fait, d'avoir un corps inerte dont on ne sait rien. Donc, elle va probablement donner quelques éléments du projet qu'elle a mis, mais surtout, elle va nous expliquer tout ce qu'elle a fait pour avoir des informations sur le patient et les difficultés. Ce sera plutôt un retour d'expérience. Mais en plus, c'est noté, mais je lui ai permis parce que il est clair que ce qu'elle choisit, c'est beaucoup plus compliqué qu'une prothèse totale de genou d'une dame de 68 ans qui a retraité les PTT, quoi. Vous voyez, elle mouille la chemise, donc d'un point de vue pédagogique, c'est très très bien ce qu'elle fait. Toutes les pathologies dégénératives, hein, c'est très compliqué de mettre en place le projet du patient. Tout ce qui est pathologie évolutive, voilà, mais bon, il faut quand même essayer de trouver quelque chose de positif pour motiver le patient. Tout ce qui est insuffisance respiratoire, etc. Et chez les enfants, c'est aussi une autre problématique. Et donc, en fonction de l'âge, de sa pathologie, là, il faut aussi inclure les parents. Est-ce que chez les enfants, le projet... Mucoviscidose, comment un enfant myopathe, un enfant atteint de mucoviscidose, quel est son projet? C'est compliqué, hein, mais il faut tout de même essayer de trouver, d'inciter le patient à avoir un projet. S'il vous dit mon projet c'est de mourir, voilà. Donc faut pas non plus la manière de poser les questions, d'amener ce projet. Il y a une manière aussi de poser les questions, évidemment. Vous allez me dire, ça me paraît évident ce que je vous dis là, mais je pense que vous serez confrontés sur le terrain à des situations douloureuses et compliquées. Et néanmoins, il faut quand même avoir en tête, essayer de mettre en évidence ce projet du patient. Oui, j'ai interrompu. C'est vous, Chloé, je vous ai interrompu, je crois. Mais je me demandais si, par rapport aux enfants, le projet de l'enfant sera forcément différent du projet des parents. Ça peut. Pas forcément, mais ça peut l'être. Ah oui, alors là, on écoute plus l'enfant, en fait. Comment? Dans ce cas-là, on écoute plus l'enfant ou... C'est compliqué, ça dépend de l'âge de l'enfant. Là, pareil, c'est ça, l'intérêt de notre métier aussi, c'est que c'est l'humain, les métiers de l'impossible, donc c'est au cas par cas. Donc il n'y a pas de règle générale. Il faut faire au cas par cas, mais il faut percevoir tout ça dans le traitement kinésithérapique. Et à travers le projet du patient, voilà, est-ce que l'enfant est en phase avec ses parents? Est-ce qu'il est au contraire en conflit, etc. Et tout ça, c'est important de le mettre en évidence parce que ça va influer automatiquement le traitement. Donc des fois, le projet du patient, c'est très simple à mettre en évidence, et des fois, c'est vraiment très complexe. Alors, le cas extrême, le cas de Jérémy, là, c'est vraiment le cas extrême, et voilà. C'est le fait de s'interroger, que cette étudiante se soit interrogée sur le projet du patient dans le coma en réanimation sans famille, ça veut dire que c'est intéressant. Sinon, est-ce que ce serait posé la question, en fait, si on n'avait pas dit, voilà, il faut mettre en place le projet du patient. Donc, elle se pose la question, et tout ça, ça influe la mise en place du traitement. Et puis ça humanise l'acte. On peut déplorer une forme de déshumanisation de l'acte médical ou paramédical. On le déplore tous, si vous voulez. Et c'est vrai que notre métier est extraordinairement riche de ça. Parce que sinon, en général, un chirurgien qui opère une prothèse totale de genou, il y a un état orthopédique et une situation cardiaque correcte. Il y a un état orthopédique incorrect, l'âge qui va bien, j'opère.
ce sont ces décisions-là. L'urgentiste, que vous ayez une maison, un appartement, il s'en fout, quoi. Enfin, il va faire le job. Nous, on a justement ce côté-là où on a le temps et c'est vrai que, et vous voyez, le fait qu'une étudiante comme ça se pose cette question-là, ça humanise l'acte où le patient comateux, c'est pas c'est pas un sac de linge dans un pieu, quoi. Vous voyez, c'est un humain. Et derrière, il faut réfléchir en fonction de ça. Et c'est bien pour ça que les kinés, on a un très très bel avenir devant nous et que nous sommes tant plébiscités. Ça fait partie de tout ça. Dernier point, Karine? Non, j'ai rien à rajouter. Si vous avez des questions sur le projet du patient, donc ça peut être d'une simplicité déconcertante comme une complexité incroyable. Alors, un exemple par exemple, un étudiant qui nous donne une articulation, qui invente une déficience, peu importe, qui invente une limitation d'activité, qui invente une restriction de participation, voire même qui peut pousser jusqu'au projet. Allez, qui se lance? Il y en a qui sont en binôme là. Je vois 2 têtes. Il y a Jade et Maude, Oriane et Charlène. Je vois pas tout le monde. Allez-y, on vous fera les points jury en CAC, si vous le faites. On interroge. Alors, hop. J'ai demandé la réactivation du micro d'une demoiselle, au hasard. J'ai pas votre nom. C'est moi, Julie Deloy. Allez, Julie Deloy, allez-y. On vous écoute. Donc, je fais tout... J'invente un patient, quoi. Ensuite, ce sera Damien Amand qui nous fera un exemple. Et ensuite, Pierrick Balland. Allez-y, on vous écoute. Une articulation. Le genou. Une déficience, ou 2 ou 3. Déficit de flexion de genou. Ouais, mais là, qu'est-ce qu'il faut surtout pas oublier? Les degrés de... la personne a une flexion de genou de 40 degrés. Ok, donc là, De Brunner, actif, passif et côté contralatéral. Hein, de manière à ce que vraiment on puisse situer ça. Un autre type de déficience par rapport au genou. Hypoextensibilité du quadriceps. Voilà, une distance talon-fesse de 30 cm, c'est quantifié. Ok, donc j'ai un patient avec une hypoextensibilité du quadriceps et un défaut de flexion. En plus, c'est même un petit peu cohérent, ce que je dis. Quelle pourrait être la limitation d'activité? Il y en a une très simple. Hein. Par exemple, les escaliers. La personne ne peut pas monter les escaliers. Ouais, encore plus simple. Qu'est-ce qu'il peut pas faire, le gars, chez vous? Basiquement, avec son genou bloqué à 40 degrés. Et il peut pas s'asseoir. Encore plus basiquement. Marcher. Est-ce qu'il peut plier le genou? Très, très légèrement. Voilà, c'est quand même une sacrée limitation d'activité, le fait de ne pas pouvoir plier le genou. Je peux pas plier le genou. Ça, c'est une vraie limitation d'activité. Ensuite, d'autres limitations d'activité, ça va être, mettons, la marche. A priori, à 40 degrés de flexion, il devrait pouvoir marcher. Les escaliers, c'est une certitude, il peut pas, ou tout du moins, il y a une boiterie, il va y avoir un pas où il va devoir descendre et monter marche par marche. On peut imaginer que... S'asseoir aussi. S'asseoir, enfin, tout du moins, il va s'asseoir en gardant la jambe tendue. Oui. Hein, on est d'accord. Restriction de participation, c'est un monsieur qui a 40 ans et qui est conducteur de train. Par exemple, pour s'asseoir, du coup,
pour conduire. Pour conduire le train, Pour conduire le train, oui. c'est un siège un petit peu étroit. Lui, il peut pas plier son genou. Il est obligé de le mettre sur le côté. Du coup, le soir, il a super mal au genou et en plus, il commence à avoir mal au dos. Ouais, c'est une restriction de participation. Tout à fait. Et puis, comme il doit aller choper le train, il a tout le temps plein d'escaliers. Oui. Du coup, il boite dans les escaliers, il perd du temps. Ok, merci beaucoup, mademoiselle Deloy. Ensuite, c'est au tour de monsieur Amand. Oui. Alors, la déficience déjà, c'est ça? L'articulation et puis après L'articulation. une déficience. L'articulation coxo-fémorale. Une déficience en abduction due à une faiblesse des abducteurs, comme le moyen fessier. Après, Je vous coupe. S'il n'y a pas l'amplitude, s'il n'y a pas le MFM, c'est 0 en E6. Hein. ah oui, l'amplitude, 20 degrés d'amplitude. Ok, on rentre pas dans les détails, on n'est pas là pour ça. Mais en tout cas, retenez bien tous, si c'est quantifiable et que ça n'est pas stipulé, c'est 0. Hein. Ok, donc on a un défaut de force musculaire et un défaut d'abduction. Ça, c'est vos deux déficiences. Quelle limitation d'activité présente votre patiente? En abduction. Là, j'ai pas d'idée. Non. Limitation d'activité, elle a un moyen fessier dans les choux. Abduction. La marche, forcément. Mais... Ouais. Quoi d'autre? Oui. Les escaliers, une boiterie. Qu'est-ce que vous faites sur votre ordinateur, monsieur Armand? Comment? Bon, vous n'avez pas écouté notre topo du soir? Si, j'ai écouté. Obligé de marcher avec les aides techniques. Bravo, mademoiselle Marchal. Problème de dos pour monsieur Serre, on serait plutôt de l'ordre de la déficience sur le problème de dos. Bon, limitation d'activité, on pourrait imaginer incapacité à réaliser une abduction. C'est bête, mais il faut pas oublier l'essentiel. Elle arrive pas, quand elle se met debout, elle arrive pas à faire ça, quoi. Elle peut pas aller dans sa baignoire. C'est ça. Elle peut pas aller dans sa baignoire, quoi. Okay. Vous voyez, restriction de participation, c'est une dame de 68 ans qui aime aller danser, qui aime aller danser le samedi après-midi. Elle peut tout simplement pas danser. Enfin, c'est quand même des mouvements assez importants. Donc, restriction de participation. Ne peut pas danser, tout simplement. Ne peut pas. Ok, non, c'est bon. C'est un peu bateau, mais mais c'est ça. Alors, je pense qu'on va faire grâce. Oui, on va arrêter. Oui, il est 18h. Quelle déficience pouvons-nous avoir en cas de faiblesse musculaire des rotateurs de hanches? Ça, c'est une question très intéressante, mais pas facilement répondable. C'est quelle déficience, Charlie, pouvons-nous avoir en cas de faiblesse musculaire des rotateurs de hanches? Ces déficiences? Vous êtes sûr que c'est ça votre question? Non, restriction de participation. Ah oui, parce que c'est une déficience, la faiblesse musculaire des rotateurs de hanches. Donc c'est quoi votre question alors finalement? C'était bien ça, restriction de participation, j'avais du mal à me dire en tête. Alors, en fait, ça va dépendre du patient. Sous limitation d'activité, déjà, rotateur latéraux, on a quand même une limitation par rapport à la marche. Oui, parce qu'en fait, les rotateurs, tout à fait. Le pas pelvien, exactement, donc c'est pour la marche. Voilà, avec le pas pelvien, très bien.
Ça se compense Hmm. bien. Enfin, Donc, restriction de ça marche participation, si moins. c'est une randonneuse. Par exemple. D'accord. Oui, c'est Et bien. si elle est dans le coma, eh ben, elle n'a pas de restriction de participation. Oui. Enfin, par rapport à cette déficience-là, je veux dire. Hein. Si elle est dans le coma, vous avez dit? Si elle est, enfin, je sais pas, admettons, vous voyez, vous avez cette patiente-là, elle est dans, enfin non, je dis ça, c'était peut-être, comment, Parce que dans le coma, elle n'a pas de limitation d'activité non plus, du coup. comment, je suis allé trop vite. Mais ce que je veux dire, c'est que Oui. si c'est une randonneuse, elle a une restriction de participation. Si c'est une dame qui marchote dans sa maison ou un monsieur et qui fait essentiellement de la télé, si vous voulez, vous voyez, ça peut ne pas en être une. Il peut ne pas y avoir. Ça, c'est un message qui est important. Hein. Alors, à l'hôpital, en centre de rééducation, en général, c'est des cas plus graves. Il y a quasiment toujours des restrictions de participation. En libéral, il y a tout un tas de patients, c'est des vrais doudouilles, d'accord, et ils ont aucune restriction de participation. C'est-à-dire qu'ils vivent parfaitement normalement. Il y a absolument rien en termes de participation qui les empêche en raison de leur déficience. Donc, n'ayez pas peur de dire il n'y a pas de restriction de participation. Au même titre qu'il ne peut ne pas y avoir de limitation d'activité. Un patient qui a un point dans le dos depuis 2 mois, mais il vit normalement, il bosse, il roule, il fait du sport, etc. Mais il a un point dans le dos. Bon. Mais il n'y a que des déficiences. Il n'y a pas de limitation d'activité, il n'y a pas de restriction de participation. Tant mieux pour lui. Hein. Demain, c'est pas ça que vous voulez attendre. Vous voulez attendre qu'on ait quelqu'un qui a enfin, qui va pas bien. Alors Monsieur Serre, franchement, hein, l'étudiant qui arrive en UE7 et qui dit j'ai pas de limitation d'activité, j'ai pas de restriction de participation, je pense que c'est un étudiant haut de gamme. Parce que là derrière, il faut quand même avoir un sacré bagage pour réussir à se lancer, parce que vous savez très bien qu'à un moment ou à un autre, le jury va venir sur le sujet, et à ce moment-là, il va falloir vraiment, si vous voulez, avoir le bagou, l'expérience, entre guillemets, pour pouvoir alimenter le truc, et le traitement qui va devoir, pour le coup, n'être que symptomatique en lien avec les déficiences. Donc, à mon avis, ça, c'est le genre de sujet, ça peut payer. Là, vous pouvez aller chercher un 18 en disant ça. Par contre, le risque aussi, c'est de se choper à un 4. Ça, je vous l'accorde. Hein? Mais comment on peut justifier le fait qu'on prenne un patient s'il n'a pas de limitation d'activité ni de restriction de participation? Eh bien, sur une déficience telle que la douleur. J'ai mal à l'épaule. Je suis là, je peux bosser, je peux rentrer chez moi, tout va bien, je fais du sport, je bosse, etc. Tout va bien, je conduis, mais j'ai mal. Mais du coup, la douleur, elle peut pas être en elle-même provoquer une limitation d'activité dans le sens, ne peut plus faire comme il voudrait ou ça réduit le temps où il peut faire une activité ou quelque chose comme ça. Ça peut forcément entraîner une limitation d'activité ou une restriction de participation. Non? Il peut y avoir les deux cas de figure. Vous avez tous les deux raison, à mon avis. Tout est possible. Oui, tout est possible. Je crois qu'on va arrêter là, Jérémy, non? J'espère que ces petits échanges vous aura tout du moins permis d'agrandir et d'ouvrir votre façon de concevoir le BDK. Ne le négligez pas, c'est pas du remplissage. C'est vraiment le cœur de notre raisonnement, donc c'est quelque chose dont il faut s'approprier. On comprend les statistiques, hein, pourquoi les dames réussissent mieux à l'école que les messieurs. Donc je remercie surtout la gente féminine pour leur participation active et pour l'ouverture de leur webcam. Il y a quand même 4-5 bonhommes qui ont joué le jeu, mais très majoritairement c'était des dames. Bravo à vous, mesdames. Et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, bonne soirée.